Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Audrey est baroudeuse et maman de 4 enfants, mais elle est aussi prof de PS. Audrey a toujours été passionnée de voyage, mais jamais elle n'aurait pensé vivre cette vie-là. Une fois son concours en poche, elle soutient son mémoire tout en étant enceinte de 7 mois. Et ils enchaînent ensuite, elle et son chéri, 3 enfants en seulement 3 ans. Pour Audrey, être maman, c'est vraiment une vocation. C'est une fonceuse, rien ne lui fait peur, il n'y a aucun challenge qu'elle ne relève pas. Le regard des autres, elle s'en fout. Quand elle a une idée en tête, elle mettra tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. Rénovation d'une étable seule avec 3 enfants, ils y passent nuit et week-end, challenge relevé. Une année de dingue à bosser tous les week-ends et se priver de voir ses enfants pour obtenir la grègue, challenge relevé. Ils décident par la suite de se lancer dans le voyage en échange de maison, partout dans le monde. Rencontres, partage, économie et immersion totale dans les pays. Mais cela donne des idées à Audrey. Pourquoi ne pas faire un tour du monde en famille ? Ils partent alors 1 an en sac à dos avec leurs 3 enfants et là, Audrey revit. Mais elle prend aussi conscience qu'il lui manque quelque chose, un dernier enfant. À ce moment-là, elle a 35 ans, elle est en plein tour du monde, en famille, elle se débarrasse de son contraceptif et elle passera donc 7 mois de ce tour du monde enceinte. Allez, je vous laisse découvrir cet échange assez incroyable. Bonjour Audrey. Bonjour Sandra. Comment vas-tu ? Bien, ça va super bien. Je suis très contente d'être avec toi ce matin. Mais moi aussi, je suis trop contente. En plus, ça fait quand même un petit moment que j'avais pas reçu de baroudeuse, comme je vous appelle, donc je suis d'autant plus contente. Audrey, tu connais les podcasts des locomotives, donc tu connais la première question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Oui, alors je suis Audrey. Alors, on va reprendre tes mots, pseudo-baroudeuse, à mes heures perdues. Je suis maman de 4 enfants, je suis mariée avec Fabien et je suis prof. Pseudo-baroudeuse, t'exagères quand même, t'es une vraie baroudeuse. Ouais, après, pour moi, tu sais, les baroudeuses, c'est les femmes qui ne font que ça, ou les familles qui ne font que ça. Et aujourd'hui, on jongle entre nos obligations professionnelles et nos parenthèses un petit peu enchantées par-ci, par-là, selon les années, quoi. Bien sûr, et surtout que, tu vas sûrement nous raconter, mais t'as rencontré, j'imagine, sur ton chemin, pas mal de familles ou de personnes qui voyagent pendant des années entières ou qui vivent comme ça, carrément. Donc forcément, je comprends ton point de vue. Bon, alors comment t'en es arrivée là, Audrey ? Est-ce que tu te doutais un jour que tu ferais le tour du monde avec 3 et maintenant 4 enfants, ou c'était pas du tout ce que t'avais prévu ? Eh bien, pas du tout. En fait, la passion du voyage, même si elle était présente depuis l'enfance, parce que j'adore voyager, c'était pas du tout une priorité dans ma vie. C'était il fallait suivre un schéma classique, faire des études, avoir un métier, se marier, avoir des enfants. Et puis j'ai rencontré Fabien, d'autres champs des possibles se sont ouverts et du coup on a commencé à voyager à 2, puis après en famille. Et puis forcément une fois qu'on y a goûté, c'est vachement difficile de revenir dans un quotidien, dans une routine. Et petit à petit, on a monté des gros projets pour nous, et qui sont pas forcément des projets de vie pour chacun, mais nous, il était important qu'on puisse voyager longtemps pour se créer des moments en famille. Et c'est ce qu'on a essayé de mettre en place depuis maintenant quelques années, ouais. Et alors, à quel moment, en fait, t'as eu ce déclic pour changer de vie, pour vivre autrement ? Est-ce que tu peux nous raconter vraiment ton évolution, ton parcours déjà ? Qu'est-ce que tu bossais ? Est-ce que t'étais déjà dans le monde du travail ? À quel moment t'as rencontré ton chéri ? Qu'on comprenne vraiment, tu vois, l'évolution de vie. À quel moment tu décides vraiment de changer de rythme de vie, de lifestyle, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Ouais, alors du coup, je pense qu'il faut qu'on reparte un petit peu de mes années d'école, on va dire. En fait, j'ai toujours été au départ une jeune fille, puis après une jeune femme de projet. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise depuis toujours.
Je me souviens en troisième, je suis celle qui a organisé un voyage alors qu'aucun prof ne voulait partir. Donc c'est mes parents qui nous ont accompagnés. Le directeur m'avait dit si vous trouvez 2 adultes, eh bien vous pouvez partir avec votre classe. Donc j'ai embauché mes parents qui sont venus nous aider pendant ces 3 jours en Bretagne. Puis au lycée c'est pareil, j'ai monté plein de projets. Donc on va dire que j'étais une nana de projets. Et puis donc j'ai eu un parcours classique, mon bac. Je suis partie sur des études de STAPS puisque je suis prof de PS. Donc 4 années puisque c'est un master plutôt difficile avec un rythme intense pour avoir mon concours. J'ai mon concours. Je soutiens l'année d'après enceinte mon mémoire de notre premier enfant Hugo. C'était encore une fois un projet. Moi il fallait que je me challenge et donc du coup on a voulu avoir un bébé très très jeune, très tôt. Et après on a enchaîné les enfants parce que je voulais des enfants rapprochés. Donc du coup on a eu 3 enfants en 3 ans. Non mais attends, alors je suis obligée de te couper là-dessus parce que pour moi c'est quand même incroyable de faire un tel exploit. Comment, j'imagine qu'il y a des femmes qui sont plus prêtes pour ça parce que en fait j'ai trouvé que c'était déjà un tel challenge ne serait-ce que d'avoir qu'un seul enfant. Comment toi, c'est quoi ton état d'esprit pour arriver à faire 3 enfants en 3 ans? Enfin, est-ce que t'as pas trouvé que le niveau de difficulté était insurmontable? Pour toi, c'était pas la plus grosse difficulté d'avoir des enfants dans ta vie? Non, tu vois, curieusement, en fait, ça a toujours été un de mes objectifs, en fait. Je me suis toujours dit, depuis toute petite, que j'aurais des enfants et une famille plutôt nombreuse. C'est-à-dire que je me voyais avec 3 enfants. C'était vraiment mon leitmotiv. Et en fait, dans mon schéma, en fait, sans doute de vie, il fallait d'abord que j'ai un travail pour ensuite pouvoir élever mes enfants. Donc, je me suis mis à corps perdu dans les études pour avoir mon concours. Et ensuite, j'ai eu mon concours. Donc, 3 mois après, j'étais enceinte, quoi. Il fallait que je mette mon projet, tu vois, à exécution. Et c'était vraiment, une vocation, je dirais ça plutôt. De par, je pense, nos situations familiales respectives avec Fabien, moi, avec ma sœur, j'ai que 16 mois d'écart. Et je trouve ça hyper chouette, en fait, d'avoir une sœur du même âge que moi, quasiment. Donc, j'avais toujours dit à Fabien, je veux des enfants rapprochés et je ne veux pas avoir d'enfants après 30 ans. C'est un peu bête. Incroyable. L'histoire dira le contraire ensuite. Mais en tout cas, tu étais déterminée. On va dire que ton état d'esprit était déjà câblé maman, quoi. Pour toi, c'était pas une peur, c'était vraiment un désir profond, en fait. Ouais, c'était vraiment un désir au moment où toutes mes copines étaient hyper contentes de mettre le pied dans l'univers professionnel, de faire la fête, de vivre. Moi, en fait, ma vie, je la voyais que avec un bébé, quoi. C'est dingue. Et là aussi, tu vois, ça prouve que tu avais déjà une grande confiance en toi, j'ai envie de dire, en quelque sorte, parce que réussir, tu vois, à se détacher un petit peu du potentiel regard des autres, tomber enceinte, vraiment, voilà, comme tu m'avais expliqué, durant ta dernière année de Master 2, tu vois, c'est quand même que t'en avais rien à faire, en fait, de ce que les autres pouvaient penser de toi. Ouais, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui m'importe peu depuis toute petite. C'est-à-dire que j'avance avec mes convictions, je me fais confiance, beaucoup. Je me plante aussi beaucoup parfois, mais en fait je sais où je vais, ça c'est clair. Et donc du coup, je savais que j'allais m'épanouir dans la maternité. Je savais que c'était que j'imaginais qui allait me rendre heureuse. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai eu l'impression qu'un monde des possibles s'ouvrait, que mon cœur se multipliait à l'infini et que j'étais la femme, la maman la plus comblée au monde, tu vois. C'est dingue. Et tu crois que ça devient d'où le fait où justement tu n'en as rien à faire du regard des autres depuis toute petite? Ça vient de l'éducation de tes parents? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Alors je pense que c'est lié en grande partie à l'éducation de mes parents qui nous ont toujours poussés à croire dans nos rêves. Ils nous ont toujours donné cette confiance, ce besoin d'être rassurés, de nous dire et de nous valoriser en nous disant qu'on sera les femmes de demain, parce qu'on est 2 sœurs, puis après j'ai eu un petit frère 10 ans après, que on avait le pouvoir. Donc j'ai été élevée dans le fait de me sentir à ma place et bien dans mes baskets. Et quand je suis devenue une jeune adulte, je me suis rendu compte que avoir confiance en moi me permettait de réussir et de m'accomplir. Bien évidemment, par contre, je doute beaucoup, j'ai confiance en moi, mais j'ai toujours ce truc au fond de moi qui me dit Audrey, il faut que tu mettes tout en œuvre pour le réaliser, ne jamais avoir de regrets. Donc en fait, je fonce, et puis je vais où le vent me mène. Mais
oui, je pense que je peux remercier mes parents pour cette réserve affective qu'ils m'ont apportée. En tout cas, c'est chouette, c'est un bel exemple, enfin, tu vois, d'inspiration, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient oser faire des choses. Après, tu vas nous en parler, les projets que tu as lancés, et cetera. Et effectivement, il faut avoir confiance en soi et croire en ses projets, en ses idées, pour oser faire un peu tout ce que tu veux finalement dans la vie, pour pas avoir de regrets. Il faut avoir cet état d'esprit-là. Ouais, ouais, j'en suis intimement persuadée, et c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos enfants aujourd'hui, de leur dire que la vie, elle est pas facile, mais que quand on s'en donne les moyens, on peut réaliser de belles choses. Et ça, c'est aussi quelque chose que je veux transmettre auprès de mes élèves, en fait. Il n'y a pas un chemin tracé. On a chacun notre propre chemin. On a le temps qu'il faut pour réaliser ses projets, mais on a cette possibilité-là. Alors justement, donc tu passes ton master 2, tu fais ton mémoire enceinte de 7 mois, t'enchaînes tes 3 enfants en 3 ans. Ouais. T'as travaillé entre-temps? Comment ça se passe? Ouais, bien sûr. En fait, alors ça, c'est aussi un peu, c'est un peu, ma maman n'a jamais compris pourquoi j'ai pas pris de congé parental, alors que forcément, quand on m'écoutait, la maternité, les bébés, j'adorais ça. Et en fait, j'avais besoin de travailler. C'était viscéral. C'est-à-dire que dans mon projet de vie, le métier d'enseignant, c'est vraiment une vocation, comme avoir des enfants, je dirais. Et donc, du coup, je voulais transmettre. Et pour moi, c'était le moment de transmettre parce que j'étais jeune, dynamique. J'espère que j'aurai toujours cette foi dans 20 ans ou dans 30 ans. Mais voilà, j'avais vraiment besoin d'aller travailler. Je ne pouvais pas rester à la maison. Ça ne me convenait pas. Donc, au bout de 6 mois, j'ai élevé mes enfants pendant 6 mois. Et puis ensuite, je suis repartie travailler, mais je suis retombée très vite enceinte. Donc, je suis allée à chaque fois au bout de mes congés maternité. Mais j'ai enchaîné, on va dire, 6 mois de collège, 6 mois de congé mat, avec la naissance du bébé, etc., etc. Pendant 3 ans. Incroyable. Ouais, tu vois, je m'attendais pas à cette réponse. Je m'attendais à ce que tu me dises, bah non, du coup, je me suis concentrée sur la naissance des enfants, les grossesses, etc. Mais c'est dingue. Et question très pratico-pratique, t'as eu de l'aide? Comment ça se passe quand on enchaîne 3 enfants en 3 ans? Quelle est l'organisation que tu as mis en place? Ouais, alors nous, forcément, quand on dit prof, premier mouvement, t'es muté. Donc, on a été muté pas très loin de nos familles, mais quand même, tu vois, à 1 heure et quart de route. Donc, on peut pas solliciter l'aide de maman, de papa, comme ça en claquement de doigts, ça s'organise. Puis on était aussi à 1 heure et demie des parents de Fabien, de nos copains qui étaient tous restés sur Angers. Donc on a eu de l'aide un petit peu, mais on a été quand même beaucoup solo pour gérer ces 3 années. Donc Fabien, j'ai la chance d'avoir un mari qui est aussi enseignant, donc du coup qui a aussi du temps. Et donc, on s'est relayés pour élever nos 3 petits bouts de chou en bas âge. Trop bien. Trop, trop bien. Et donc, tu ne t'arrêtes pas là, bien évidemment, parce que Audrey ne fait pas les choses à moitié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu lances un pari fou. Alors déjà, dis-nous ce que c'est, et puis d'où te vient cette folle idée incroyable? Alors, je pense que là, tu parles du voyage. Et mais non, avant... même pas. Même pas? Ouais. Tu parles de la rénovation de la maison? Oui, tout à fait. C'est complètement dingue, effectivement. On est propriétaire d'une première maison, mais on sait que c'est une maison, on va dire, transitoire pour quand nos enfants sont petits, mais c'est pas la maison où on veut, tu vois, élever nos enfants quand ils seront grands, etc. C'est pas de la maison familiale, on va dire. Donc moi, mon rêve, depuis toujours, c'est de partir de rien, d'une vieille bâtisse et de faire de la réno. Alors pourquoi? Parce que mes parents, quand j'étais petite, ils ont rénové une ancienne ferme et pendant des années, on a rénové ça tous ensemble en famille et j'en gardais des souvenirs de fou. Et aujourd'hui, c'est toujours la maison, tu vois, la maison du bonheur pour moi. Donc je voulais reproduire, je pense, inconsciemment un petit peu ce schéma-là. Donc Camille elle a 2 ans et demi à ce moment-là quand on visite une vieille grange qui a juste 2 murs. Il y a encore des vaches dedans, une grange de 360 mètres carrés. Et donc, on signe dans cette folle aventure. Donc, on va rénover pendant un temps assez court, quand même, pendant 1 an seulement, cette maison. On fait quasiment tout seul avec nos 3 enfants. Et ce qui est dingue, c'est qu'on aura acheté des chalets qu'on a démontés dans un camping et qu'on a remontés sur notre terrain. Donc, on vit en mode camping, tu vois, sur un bout de notre terrain pour travailler la nuit, travailler les week-ends, aller bosser la journée. Dès que les enfants sont couchés, on tourne sur le chantier jusqu'à 3 heures du mat. Et ça pendant 1 an. Incroyable. Enfin, c'est hors norme, quoi. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie, en fait? Oui, mais en fait, tu vois, quand
rétrospectivement, quand je regarde tout ce qui s'est passé en arrière, je me rends compte que sans projet, ça peut paraître bizarre, peut-être qu'il faudra que je réfléchisse à pourquoi de tout ça. J'ai l'impression de ne pas trouver ma place, de pas être utile et de me faire suer, quoi, clairement. Mais en fait, ça résonne beaucoup ce que tu dis parce que moi, j'ai souvent entendu des phrases dans ma famille qui font qu'aujourd'hui, je suis aussi un peu comme toi, tu vois, une passionnée, j'ai besoin d'avoir des projets, je suis une grosse bosseuse. Et en fait, j'ai toujours entendu que le travail, c'est pas que c'était la vie, mais que, enfin, quand j'entends par travail, projet, servir à quelque chose, tu vois. Et je suis assez d'accord avec toi parce que, en fait, oui, bien sûr, ça demande de l'énergie de développer un projet, de mener un projet à bien, mais en fait, ça nous donne aussi de l'énergie, de la force, de la confiance en soi. Ça booste un petit peu nos neurones, notre cerveau. Enfin, ça stimule plein de choses, en fait. C'est exactement ça. Et ce projet, tu vois, ça a été l'aboutissement d'un premier maillon familial, en fait. C'est-à-dire qu'on était avec nos enfants. Là, on a eu énormément d'aide de mes parents, que de nos parents d'une manière générale. Mais mes parents, ils ont fait un sacrifice inouï. C'est-à-dire que pendant 1 an, ils ont passé tout leur week-end dans la maison à nous aider. Donc, ça a été d'une richesse incroyable. Et c'est aussi des souvenirs de fous avec mes parents, avec leurs petits-enfants. Et on a pu, tu vois, faire venir plein de gens graviter autour de nous pour se créer des moments très chouettes. C'est génial. Et je crois que tu l'as pas mentionné, enfin, tu as mentionné que ta famille avait retapé donc une maison bien particulière, mais toi, tu n'as pas dit que c'était une étable. Ouais, c'était une vieille grange, ouais. Il y avait, effectivement, il y avait rien. On a visité avec des vaches. Alors moi, je me suis tout de suite projetée. Fabien, beaucoup moins. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait, quoi? Comment on peut envisager ça comme une maison? Pour moi, c'était limpide, en fait. C'était une évidence. C'est incroyable. Et aujourd'hui, donc, la maison est totalement terminée. Et est-ce qu'elle ressemble à la maison de tes rêves, finalement, celle que tu avais imaginée? Exactement, ouais. En fait, en plus, on s'était dit, une fois qu'on rentre dedans, on ne fait plus rien. C'est-à-dire que en 1 an, tu sais, on cesse toujours la déco, les plaintes, les peintures. Et nous, on ne voulait pas ça parce que, de par notre expérience avec nos amis, etc., on se rend compte que si on le fait pas immédiatement, après, ça prend des années, des plombes, et on voulait pas ça. Donc, en fait, on est rentré dedans 1 an, jour pour jour après la signature. Et tout était fini. C'était comme si elle était clé en main, tu vois, comme si c'était une maison qui était sortie d'un lotissement. Incroyable, incroyable. Et en plus, j'imagine que vous êtes hyper gagnant en termes de rapport financier, de prendre le risque du coup d'acheter une étable et de tout faire, de tout rénover. C'est vachement avantageux, non? Plutôt que d'acheter une maison clé en main déjà. Oui, alors après, nous, au niveau timing, on n'a pas été très bon. C'était en 2007. Donc, pour les gens qui ont acheté en 2007, c'était le pic immobilier. Donc, les biens se vendaient extrêmement cher et où les taux d'emprunt étaient très élevés. Donc, en termes de timing, c'était pas le meilleur moment pour acheter. Mais bon, ça, c'est pas très, très grave. Donc, oui, ça, c'est intéressant, mais pas aussi intéressant que si on avait acheté il y a 1 an, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok. Très bien. Donc, une fois ce projet fou, une fois l'emménagement, toi, tu décides donc de reprendre tes études. Dis-moi si j'ai rien oublié entre. Donc, raconte-nous, voilà, cette autre période, encore une période de challenge, du coup. Ouais, donc on arrive, on a fini notre maison, on voyage un peu en échange de maison, et puis je reviens dans une routine où il y a plus beaucoup de projets, où j'ai l'impression de tourner en rond, de ne plus combler cette soif que j'avais besoin d'accomplissement. Et donc du coup, je me challenge et je me dis bon, allez go, je me laisse 1 an pour passer la grègue. Mais je décide de ne pas prendre un congé de formation, c'est-à-dire de passer la grègue en plus de mes cours à la fac, de mes cours au collège. C'est-à-dire que je vais retourner à la fac sur les vacances scolaires et je travaille en parallèle à la maison de manière très très assidue avec un rythme intense pendant 1 an. C'est-à-dire que Fabien m'épaule énormément. Il va prendre les enfants pendant 24 week-ends. Cette date, je verrai pas mes enfants pendant 24 week-ends pour me permettre justement de bosser à fond les week-ends. Alors, je suis une nana qui engendre énormément de temps de travail. Donc, je me lève à 8 heures, je me couche, il est 2 heures du mat. Je fais des pauses juste pour manger, mais sur le pouce. Et c'est une année folle, ce qui aurait pu ébranler aussi la famille, etc. Mais c'est une année qui va me permettre de m'accomplir et j'adore, en fait, j'adore apprendre, j'adore retourner à la fac. Je trouve ça passionnant, vraiment passionnant. Même si physiquement, c'était une année extrêmement fatigante, éprouvante,
mais c'est une année hyper riche. Et heureusement, je réussis à avoir le concours directement, ce qui me permet de ne pas repartir sur une deuxième année aussi difficile, parce que là, pour le coup, je sais pas si j'aurais eu les épaules pour pouvoir le faire, parce que j'ai vraiment tout donné dans cette année, et je sais pas si j'aurais eu l'énergie pour repartir. Incroyable. Et je fais juste une petite parenthèse sur ce que tu as dit très furtivement avant. Tu as dit on voyage un petit peu en échange de maison. C'est génial ça? Ouais, entre-temps, en fait, parce que on a 2 mois de vacances l'été, que on adore rencontrer des gens et aller dans des pays différents que la France, eh bien, on décide de se lancer dans l'aventure de l'échange de maison. Donc, notre premier échange est en Suède, et puis après, on en fera beaucoup, beaucoup dans les pays nordiques. Et on tombe amoureux de ce concept, réellement, parce que on a toujours des enfants en bas âge. C'est-à-dire que Camille a 4 ans, Hugo on a 7, et on trouve ça hyper confortable. C'est-à-dire qu'on arrive chez les gens, il y a tout le confort d'une maison, mais ça nous permet de découvrir un nouveau pays. On a les super adresses des propriétaires, donc on connaît le super resto, hyper kids friendly. On peut aller trouver la super petite boucherie, on a les super plans pour aller se balader, et on rencontre des gens extraordinaires surtout aussi. C'est drôle. Et alors, comment ça se passe quand tu fais ça? Je pense que ça va intéresser plus d'une de nos auditrices. Ouais. Est-ce que il faut préparer toute la maison et donc sortir les affaires des placards, etc. Et est-ce que tu as des sites aussi à recommander? Oui. Alors ça, c'est très variable d'une personne à l'autre pour les placards, etc. Nous, on a décidé de faire entièrement confiance. Donc, on n'a rien condamné, on n'a rien enlevé. On est parti en laissant notre maison telle quelle. On a juste, tu vois, libéré un peu de place dans nos placards pour qu'ils aient une planche pour mettre leurs affaires dans chaque chambre, etc. On est passé par Home Exchange, qui était à l'époque, je pense qu'il est toujours, le numéro 1 de l'échange de maisons à travers le monde. Et c'est une adhésion, en fait. Tu payes une adhésion 150 €, si je ne dis plus de bêtises, par an, et tu peux faire ensuite moult voyages. C'est très très vite rentabilisé. C'est même pas le prix d'un week-end en location. Donc du coup, nous on a voyagé comme ça pendant 4 ans, 4 ans, en ne déboursant pas d'argent, hormis la cotisation de départ. Mais c'est absolument génial. Ça me fait penser à ce film, je sais pas si tu connais... Oui, Holidays. Oui, bon, il est clairement, génial. voilà, un peu cheesy comme film, mais oui, il est pas mal. Ça donne vachement envie. Ouais, et vraiment, j'encourage tout le monde à se lancer, parce que c'est de belles aventures humaines, parce que forcément, tu rencontres des gens, tu partages un repas avec eux, tu les revois, c'est hyper sympa. Et puis nous, on a été invités par les voisins à des barbecues. Non, mais trop drôle. Donc c'est très très sympa. Mais attends, comment ça, tu rencontres les gens? Tu les rencontres pas, les gens avec qui tu échanges la maison? Si. Alors en fait, soit tu vois, par exemple, nous les Suédois, on s'est rencontrés à l'aéroport, puisque du coup, on a échangé nos voitures. Donc eux, ils nous ont donné leurs clés, nous on leur a donné leurs clés, et puis on a mangé ensemble à l'aéroport. On a passé 1h30 ensemble. Quand on est allé aux Pays-Bas, on s'est rencontrés sur la route. Eux, ils arrivaient des Pays-Bas et nous on montait, et on a fait un resto aussi ensemble pour pouvoir se rencontrer. Au Danemark, on est carrément arrivé chez eux, et eux ils prenaient la route au moment où on est parti. Donc on a aussi mangé ensemble. En Australie, on a passé 2 jours avec Rita dans sa maison. Elle nous a fait guide pendant 2 jours, et puis après, elle nous a laissé sa maison. Bref, j'en ai plein d'expériences comme ça. Non, mais je suis absolument fan de ce concept-là. Je trouve ça génial. Et du coup, tu as gardé des liens avec ces personnes? Oui, on a gardé des liens. Tu vois, en Australie, on a fait pas mal d'échanges, et on a Priya. Et Priya, actuellement, ils sont en France. Donc, je pense dans pas très longtemps, ils vont passer par la maison. On a gardé aussi des contacts avec Barbara au Vietnam. Alors on se parle pas tous les jours, mais au moins 2 fois dans l'année, tu vois, on discute ensemble. Et puis je pense que si on repasse par ces pays-là, on retournerait les voir, sans problème. Pas de mauvaise surprise? Aucune, jamais. Incroyable. Non, jamais. Après, on n'a pas tous les mêmes exigences au niveau du ménage. Je ne veux pas faire du tout de généralité, mais par exemple, nos échanges en Asie nous ont montré que c'est pas surprenant d'avoir plein d'insectes dans les placards, des choses comme ça que nous on n'a jamais chez nous. Mais c'est culturel, tu vois, c'est pas, ils ont pas fait ça de manière mal intentionnée, c'est vraiment le pays qui est comme ça. Donc non, aucun. Oui, je pense qu'il faut avoir une certaine ouverture d'esprit et une conscience de la culture dans le pays dans lequel tu vas, quoi.
Oui, et puis accepter, tu vois, de sortir aussi un peu de sa zone de confort, parce que la maison dans laquelle tu arrives, c'est pas la tienne. Donc, ils l'ont pas fait pour toi, en fait. Ils l'ont fait pour eux. Donc, ça veut dire, bah, tu t'adaptes. Tu t'adaptes et tu profites des belles opportunités et des belles choses qu'il y a dans chaque maison. Nous, on est revenu avec des super idées à chaque fois de tous les pays qu'on a fait parce qu'on trouvait que c'était hyper chouette. On n'y avait même pas pensé ici. J'adore, c'est formidable. Du coup, donc vous voyagez quand même un petit peu, donc c'est des voyages ponctuels, c'est-à-dire vous partez, vous revenez, Ouais. et vous reprenez le cours de votre vie, et donc à un moment donné, tu te dis, ok, moi j'ai envie d'aller plus loin, voilà, de plus, ouais. Toujours plus, Audrey, toujours plus. Exactement. En fait, après la Greg, t'as une année de validation. Donc, tu peux pas y louper. En fait, tu valides ton agrégation. Et durant cette année-là, je prends conscience des sacrifices que j'ai mis en place l'année d'avant, du temps que j'ai perdu aussi à ne pas avoir mes enfants. Et donc, je dis à Fabien, regarde, c'est une année de validation d'1 an. Si t'es chaud, dans 9 mois, on part en tour du monde. J'organise un tour du monde et on se lance dans ce nouveau projet. Fabien, lui, il est passionné de voyage. Ça faisait plusieurs années qu'il me demandait, allez, on fait une expat, on demande un poste dans un pays anglophone. Et à chaque fois, j'étais pas prête, en fait, à ce moment-là, parce que je trouvais que nos enfants étaient trop petits et je ne voulais pas quitter mes parents. En fait, j'avais encore un lien très fort avec eux et j'avais l'impression que j'allais leur enlever l'enfance de leurs petits-enfants. Et c'est après le déclic de la Greg où je me suis dit, bon, là, on n'a qu'une vie. Si je le fais pas maintenant, je vais pas non plus le faire à 50 ans. Donc, banco, faut y aller, quoi. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet de ce premier tour du monde. C'est génial que ton chéri t'ait suivi dans ce projet, quoi. Ouais. En fait, j'ai une chance inouïe. Alors, on n'est pas toujours raccord avec Fabien, mais il me suit dans tous les projets. C'est-à-dire que c'est génial. Il est jamais en se disant, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va encore m'annoncer? À chaque fois, il est partant. Et ça, c'est plutôt chouette pour une nana comme moi qui est toujours un peu en mouvement. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. En fait, je pense qu'il a peut-être une petite part d'appréhension, mais il sait qu'à chaque fois, il s'éclate dans les projets que tu lances. Et je pense que c'est pas du tout pour faire une généralité, hein, mais il y a beaucoup d'hommes qui aiment qu'on soit un petit peu la locomotive du couple, de leur vie. Et ça leur plaît, en fait, finalement, de se laisser entraîner dans nos folies. Ouais, je pense aussi. Et puis, de par nos tempéraments respectifs, Fabien, c'est pas forcément celui qui va prendre le lead, tu vois. C'est-à-dire que même dans son quotidien de prof, machin, c'est quelqu'un, il est adorable, il fait tout, mais c'est pas le mec qui va lancer plein de projets. Donc, je pense que ça lui convient bien que dans notre couple, en fait, on se répartisse les choses comme ça. Mais carrément, chacun son rôle, c'est hyper complémentaire. Exactement. Lui, il est vachement plus du terrain, tu vois. C'est-à-dire que sur place, là, il va prendre le pouvoir. Et là, moi, je vais pouvoir me mettre en retrait. Ah oui, d'accord. Donc, il y a une vraie complémentarité. Ouais, il y a une vraie complémentarité. Ah ouais, incroyable. Et comment, c'est toi qui organise tout? C'est vous deux? Est-ce que tu planifies? Donc, c'est toi. Je pense que tu prends beaucoup de plaisir aussi à organiser l'itinéraire. Quoi, clairement, tu vois, les 9 mois de prépa, c'est 9 mois où j'ai l'impression d'être déjà partie en voyage. Bah ouais, tu te régales. Même si c'est très lourd, même si c'est très chronophage, je trouve ça génial, en fait. Ah non, mais c'est une partie, je comprends très bien ce que tu veux dire. Je trouve que c'est une partie qui est géniale. C'est super. Et comment tu prépares ça? C'est-à-dire que tout est calculé, tu sais exactement quel jour tu quittes tel pays, où tu vas dormir. Comment t'organises ce voyage? Ah bon, il faut savoir que c'est le premier grand voyage. Tu verras que la Audrey a évolué aussi au fil des voyages. Mais ce que j'ai pas dit, c'est qu'on a fait ce tour du monde donc d'1 an en échange de maison et en sac à dos. C'est-à-dire que si on prend sur la totalité des 1 an, on a fait à peu près 4 mois d'échange de maison si on met tout bout à bout. Ah oui. En fait, moi, mon gros du taf en amont, ça a été de trouver les échanges de maisons dans les pays, on va dire, qui coûtent beaucoup d'argent. Tu vois, les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, quoi. Bref, dans de nombreux pays. Et suite à ça, en fait, je me suis fait un pseudo itinéraire, mais jamais à l'intérieur du pays. J'ai pas eu le temps. En fait. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que je savais de pays en pays, à quelle date on serait dans chaque pays, mais dans chaque pays, je ne savais pas ce qu'on allait faire. Et ce qui est bien, ça laisse place à la surprise, ça laisse place un petit peu à la spontanéité. Ouais. Et ça a permis surtout, je trouve, après coup,
de suivre nos envies avec les rencontres qu'on a eues en voyage. C'est-à-dire que si c'est hyper timé, tu ne peux pas dire ah bah ok, bah c'était hyper sympa le moment qu'on a passé, mais je suis désolée, là j'ai un bus qui part parce que demain il faut que je sois à cet endroit. Alors que là, vu qu'on n'avait rien, on pouvait rester 3 jours, une semaine avec les gens qu'on rencontrait, c'était pas un problème, tu vois. Et est-ce que tu as calculé, encore une question très pratico-pratique, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais est-ce que tu as calculé l'argent que tu avais économisé en passant par des échanges de maisons? VS, hôtel ou auberge, j'en sais rien. Non, mais je pense que c'est assez important. Tout simplement parce que tu vois, on est resté 1 mois et demi aux États-Unis. On n'a pas déboursé un centime de logement. Dans le voyage qu'on a fait ensuite, on est resté que 3 semaines. On en a eu pour 5 000 € de coûts, tu vois. Ouais. Donc, wow. Forcément, c'est un budget. On a fait de belles économies en passant par l'échange de maison, c'est une certitude. Alors, quel pays vous avez visité et qu'est-ce que tu ressens au cours de ce voyage? Alors, on a commencé par la Chine. En fait, au départ, Fabien voulait absolument aller en Asie. Moi, j'étais pas du tout chaude. Moi, j'étais très branchée Amérique du Sud, Océanie, Amérique du Nord. Mais on commence par l'Asie pour une histoire de saison. Donc, on fait 6 mois en Asie et on fait Chine, Vietnam, Thaïlande, Cambodge, Malaisie, Birmanie et l'Indonésie. Et ces 6 mois, c'est une claque monumentale. En fait, je tombe réellement amoureuse de ce continent, de la culture. Je me sens super bien. Et j'ai l'impression de revivre, en fait. J'ai l'impression que ma nouvelle vie commence à partir de ce voyage. C'est beau. Je suis plus la même. C'est-à-dire que je suis dans le présent et je ne suis plus à me projeter dans un futur truc, tu vois, dans un futur projet. J'ai l'impression de vivre ces 6 mois comme si je vivais 10 vies. Et je me sens super proche de ma famille. Je suis comblée en tant que maman, en tant qu'épouse. Et je me dis, mais c'est ça la vie, quoi. Si je pouvais vivre tous les jours comme ce que je suis en train de le faire maintenant, je signe tout de suite. Incroyable. Et si je ne m'abuse, tu prends conscience de quelque chose de très important. Ouais. Quoi, là, réellement, je prends conscience que le bonheur est là, en fait. Il est vraiment à portée de moi, que je suis pleinement heureuse de me retrouver avec eux. Et je constate très vite qu'il me manque quelque chose. Alors, pas pour relancer un projet ou quoi que ce soit, hein, c'est pas du tout ça à ce moment-là. C'est pas ça qui se joue, mais c'est vraiment, je sens dans mes tripes qu'il me manque juste une petite partie du puzzle pour que je sois pleinement moi. Et c'est d'avoir un autre enfant. Ce qui est complètement dingue, hein, parce que ça n'a jamais été un projet. C'est-à-dire que quand on est parti, nous, 3 enfants, on n'en voulait pas un 4e. Et là, en fait, c'est assez viscéral. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il me manque quelqu'un. C'est fou, ça. Et donc, c'est un désir, voilà, d'enfanter qui te vient comme ça au visage. T'as rien vu venir, quoi. Rien vu venir. Et en fait, pour avoir décortiqué un peu la pelote, je pense que ça vient vraiment des phrases des enfants. C'est-à-dire que quand on est arrivé en voyage, et ça, je ne sais pas pourquoi, ils nous ont toujours demandé, quasiment tous les jours, maman et papa, on aimerait bien avoir un petit frère ou une petite sœur. Et tu vois, cette phrase qui est arrivée comme ça, alors que je n'y avais jamais songé, elle a fait son chemin, en fait, en moi. Et je me sentais tellement bien, tellement heureuse, tellement accomplie avec eux. Je me suis dit, mais ouais, effectivement, il me manque ce quelque chose. Et donc là, j'en parle avec Fabien. Et là, Fabien, il me dit, mais Audrey, on est en plein voyage, on est en tour du monde, on est au début de notre tour du monde. Les enfants, à l'époque, faut aussi repréciser ça. Donc, c'est-à-dire que Camille a 6 ans, Hugo, l'aîné, a 9 ans et Raphaël a 8 ans. On est sortis des couches, ils sont tous autonomes, on peut faire plein de choses, c'est génial cet âge-là. Et moi, je reviens et je lui dis, allez, on repart dans les couches et c'est parti, quoi. Et je sens, tu vois, qu'il faut pas que je pousse, en fait. Je sens que il faut que je lui laisse le temps de digérer. Comme moi, il m'a fallu ce temps de comprendre que j'en avais besoin. Donc, je laisse. Et pendant un mois, il m'en parle pas et je me dis, oh mon Dieu, c'est horrible. Et toi, t'arrives à ne pas en parler non plus pendant ces 1 mois? Ouais. Incroyable. Vu que je connais Fabien, je sais que si je suis trop à ses fesses, je vais pas avoir les fesses comptées, tu vois. Donc, je ronge mon frein. Je ne dis rien. Donc ça, c'était courant novembre. Je fais part de cette envie-là. Et arrive Noël. Et en fait, on s'était dit, on se fait pas de cadeaux, parce que tu vois bien, on avait en sac à dos, on a fait juste un petit cadeau aux enfants, machin. Et puis, notre plus beau cadeau, c'était l'année qu'on vivait. Et Fabien, en fait, au dessert, me prend la main et il me dit,
bah, je vais te donner ton cadeau. Alors, tu sais, je suis un peu surprise. Je me suis dit, bah, je l'ai pas vu aller acheter une bricole ou quoi que ce soit. Et là, il me dit, c'est bon, je veux bien qu'on reparte dans l'aventure d'un bébé et je veux un 4e enfant avec toi. Oh, Seigneur Jésus, j'ai toutes les larmes de mon corps qui fondent sur ce gâteau au chocolat. Incroyable. Et là, tu vois, l'aventure prend un nouveau tournant, en fait. C'est-à-dire que, en fait, avant, je n'avais jamais pris conscience qu'on était dans un voyage, en fait. C'est-à-dire que je voulais un bébé, je sais pas trop comment, je pensais qu'il fallait avoir du temps, etc. Et là, je me dis, mais oui, mais là, je suis en tour du monde. Arrivent les questions pratico-pratiques, tu vois, suivi de grossesse, assurance. Je savais que les assurances de tour du monde ne couvrent pas les femmes enceintes. Je me dis, on va faire comment? Et s'il m'arrive quelque chose? Et puis très vite, en fait, c'est balayé. Je me dis, si ça doit arriver, c'est que ça se passera bien. Donc je me fais confiance. Et puis bah, on part sur l'Australie juste après, donc on change de continent. Pour qui, pourquoi j'ai plus envie d'aller voir une gynéco australienne plutôt qu'une taille. J'ai plus confiance, c'est complètement stupide. Donc en fait, on arrive à Sydney et je prends rendez-vous avec une gynécologue et je me fais retirer mon contraceptif, mon stérilet. Et là, l'aventure vraiment commence. Et elle me dit, madame, ça fait 7 ans que vous êtes sous stérilet, vous avez maintenant 35 ans, ça va prendre du temps. OK. Ah ouais, bon, bah, d'accord. Et dans notre tête, tu vois, on se dit, bah OK, c'est cool si je tombe enceinte sur la fin du voyage et que je reviens enceinte d'1 mois, nickel, j'aurais profité à fond et puis voilà. Et puis ça se passe pas comme ça parce que je tombe enceinte tout de suite. Non mais 15 jours après, fou, je suis enceinte. Et t'as calculé? T'as calculé? Pas du tout, je savais même pas où j'étais dans mes cycles. Ah oui, d'accord. Mais rien du tout. C'est fou quand ça se passe comme ça. Quand j'avais, tu vois, ce retrait de stérilet, je me dis, bon, bah, dans 30 jours, je ferai un test, on sait jamais. Je commence à avoir des symptômes un peu bizarres, tu vois. Moi, tout de suite, c'est la poitrine. Je me dis, c'est bizarre quand même, il m'arrive un truc bizarre. Et tu te dis pas, bah, c'est les menstruations qui arrivent. Ouais, voilà, tu vois. Puis vu que moi, j'avais un stérilet hormonal, j'avais plus de règles. Donc, tu vois, je me suis dit, bah, je sais plus trop comment ça se passe, hein. Ça fait très longtemps que ça m'est arrivé, tout ça. Et puis, fin du mois de janvier, je fais un test de grossesse dans un supermarché, c'est super glam. Parce que mes parents nous ont rejoints en Australie et en Nouvelle-Zélande. Je me suis dit, si je le fais à la maison, donc on était en échange de maison, maman, elle va trouver le test. Il est hors de question que je mette ça dans la poubelle. Donc, on va faire des courses. Je file aux toilettes avec Camille. Donc, je fais le test avec Camille, mais qui ne sait pas que je suis en train de faire un test, parce qu'elle est en train de boutiquer dans les toilettes avec moi, mais elle ne voit pas du tout ce que je fais. Je regarde même pas le résultat. On remonte dans la voiture. Et là, on se dit, 5 minutes après, je dis à Fabien, allez, on y va, là, je regarde. Et là, c'est positif. Et là, on se dit, mais quand on pleure tous les deux sur cette route de Nouvelle-Zélande avec ces grandes étendues. Et on se dit, punaise, ça y est, la vie est là, quoi. Et c'est magique. Incroyable. Ah non, mais c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. C'est vraiment le genre d'histoire qui fait rêver. Et c'est fou parce que tu vois, toutes les femmes que j'ai pu entendre à mon micro avec ce genre un petit peu d'histoire, tu sens quand même qu'il y a un état d'esprit mais ultra positif. C'est-à-dire que vous attirez plein de choses positives à vous, mais parce que vous avez un état d'esprit super positif. J'ai l'impression que vous êtes, je sais pas, j'ai l'impression que t'es comme ça, non? C'est assez, tu cultives pas mal la gratitude malgré toi. T'es assez positive envers la vie. Il y a de ça quand même, on est d'accord? Ouais. Je suis convaincue que tout ira bien. Si c'est arrivé maintenant, c'est que tout ira bien. Donc voilà, ça sert à rien d'avoir des craintes en fait. Avoir des craintes en amont, alors qu'il s'est rien passé, bah ça c'est juste parasitaire quoi. Ça c'est quelque chose ça va ancrer des peurs en moi qui n'ont pas lieu d'être. Donc du coup, on avance et on décide surtout de ne le dire à personne. C'est-à-dire que personne en France, ni même nos parents, nos familles, ne vont savoir que je suis enceinte. Et je vais rentrer de cette aventure, de cette folle aventure qui a bouleversé ma vie, enceinte de 7 mois. Et donc déjà, tu sais, les retrouvailles sont tellement intenses quand tu rentres d'un tel voyage. Et là, la surprise, c'est que les gens me découvrent enceinte et quasiment sur le point d'accoucher. Quoi, tu vois, il reste un trimestre. C'est énorme, c'est énorme. Et tu nous as pas dit comment t'as géré la grossesse. Enfin, est-ce que t'as tendance à être malade en début de grossesse? Est-ce que c'était difficile à gérer en voyage? Comment s'est passée ta grossesse pendant le voyage, en fait? Ouais, alors j'ai été extrêmement fatiguée.
J'ai perdu énormément de poids. Parce que forcément, quand tu es en voyage, tu sais, le rythme, il est quand même intense. C'est-à-dire que déjà, j'avais un sac à dos de 20 kilos sur le dos. On est monté à 6000 mètres d'altitude. On marche énormément. Le confort, il n'existe quasiment pas. Et donc, du coup, la fatigue, c'est ce que j'ai eu le plus difficile à gérer. En fait, avant de tomber enceinte, j'avais un blog. Donc, tous les jours, je mettais des articles sur le blog. Donc, j'avais une communauté sur le blog, etc. Et à partir du moment où je suis tombée enceinte, les gens me disent « Ah, c'est bizarre, tu écris moins souvent, on a moins de nouvelles. » Mais en fait, c'est que j'étais claquée. En fait, c'est que le soir, quand j'écrivais normalement mes articles de blog, là, je dormais, tu vois, parce que j'étais épuisée. J'ai toujours eu beaucoup de nausées parce que ça, c'est moi depuis toujours, mais ça s'est bien passé. Le suivi de grossesse, ça a été un vrai lâcher prise parce que forcément, j'en ai quasiment pas eu. Il y avait une personne qui était dans la confidence, c'était Valentine. Alors Valentine, pour faire court, en fait, on a été suivi pendant notre première partie de voyage par une équipe de tournage de TF1 pour le magazine Grand Reportage sur l'échange de maisons. Donc en fait, ils sont venus nous voir 3 fois dans 3 pays différents en échange de maisons, et puis ils ont fait l'épisode. Et donc ça a été un coup de foudre amical avec Valentine. C'est une vraie amie aujourd'hui. Et donc c'est la seule à qui je l'ai dit puisqu'elle m'a vu pas être bien, avoir des nausées, vomir. Donc je lui ai dit, et c'est elle qui a pris tous mes rendez-vous médicaux pour mon retour en fait en France. Donc je savais que j'avais la déclaration des 12 semaines à faire avant telle date. Donc on l'a fait en Bolivie. Ça a été un vrai sketch parce que du coup ils voulaient pas me faire d'échographie. En fait les Boliviennes font des échographies qu'à partir de 6 mois. Donc en fait ils ne comprennent pas pourquoi une Européenne veut faire une écho à 3 mois de grossesse. Pour eux c'est incompréhensible. Donc ils ont juste palpé mon ventre. Mais moi il me fallait une échographie officielle qui me datait la grossesse. Et à la palpation de mon ventre, il me dit « Vous êtes enceinte de 4 mois et demi, madame, tout va bien ». Je dis, mais non, c'est pas possible. Mon stérilet, il a été enlevé il y a 2 mois et demi. Donc c'est pas possible que je sois enceinte. Mais tu vois, il y a la barrière de la langue, etc. Donc on a changé d'endroit. On a été dans une clinique privée, là où j'ai pu avoir cette fameuse écho qui a daté la grossesse. Et puis ensuite, j'ai fait une deuxième échographie au Pérou à 5 mois et demi de grossesse pour voir l'évolution du bébé. Et c'est surtout qu'en fait, on a constaté dès le départ que j'avais un placenta prévia. Donc, il fallait être certaine que ce placenta s'était bien replacé pour pouvoir aller aux États-Unis. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, en fait, en étant enceinte, tu n'es pas couvert par une assurance. Et donc, il était hors de question qu'il m'arrive un pépin sur le sol américain. Sinon, ça allait me coûter une fortune d'hospitalisation ou d'accoucher prématurément. Donc, on a fait le choix d'avoir cet écho-là qui nous rassurait, qui nous disait « C'est bon, le placenta s'est bien remis, vous pouvez aller tranquillement poursuivre votre aventure. Sinon, on aurait changé de destination, on ne serait pas allé aux États-Unis. » Ah ouais, d'accord. Ah, quand même, c'est hyper courageux. En fait, je remarque aussi que t'es pas quelqu'un de stressé, quoi. C'est go with the flow et let's see what is gonna happen. C'est ça. Pourtant, tu vois, là, Fabien te dirait, non, pas tout à fait, Sandra. Non, je pense que j'ai des angoisses, mais j'arrive bien à les gérer et les canaliser. Et encore une fois, j'étais persuadée que tout allait bien se passer. C'était ça, surtout. Donc, de temps en temps, tu vois, quand je sentais pas le bébé bouger, je me disais, oh, c'est bizarre, machin truc. Mais comme toute femme enceinte, tu vois qu'il y a des petits doutes. Mais ça n'a jamais remis en perspective le fait qu'il fallait qu'on rentre, tu vois. Bien sûr. Ouais, mais tu savais. Et en même temps, ouais, tu t'étais tellement persuadée que tout allait tellement bien se passer que tout s'est bien passé, quoi, finalement. Ouais, exactement. Et quel bonheur, en fait, tu vois, avec le recul, de se dire, mais quel bonheur de ne pas l'avoir dit, en fait. Parce que en le disant à tout le monde, tu vois, tu récupères les peurs de tout le monde. Quand les gens ont su que j'allais voyager pendant 7 mois enceinte, ils me disaient mais n'importe quoi, le suivi de grossesse, l'altitude, et comment t'as mangé sur les marchés on comprend mieux ton hospitalisation parce que j'ai été hospitalisée en Bolivie parce que j'ai fait une salmonellose. Et ça n'avait pas de lien avec la maternité, tu vois. J'ai chopé une salmonellose, mais si j'avais pas été enceinte, je l'aurais chopé aussi. Sauf que c'était plus dangereux parce que j'avais un bébé. Mais voilà, j'étais très contente d'avoir fait ce choix et d'être restée dans notre bulle à 5. Et j'ai trouvé ça formidable de le vivre avec les enfants et que eux, à aucun moment, ils ont vendu le morceau non plus, tu vois. Ça a été, pour eux, c'était notre petit secret à tous. Trop beau.
Trop beau. Franchement, c'est trop beau. C'est incroyable. Enfin, vraiment, t'es hyper inspirante, Audrey. C'est vraiment chouette de t'entendre. J'avais pas de doute hein, sur l'histoire que t'allais me raconter, mais je pense que je suis encore plus agréablement surprise. T'es vraiment une dose d'inspiration énorme. C'est gentil. Non, mais c'est vrai surtout. C'est surtout vrai. Et qu'est-ce qui se passe alors? Quelle est la fin? Enfin, il n'y a pas de fin puisque l'aventure de ta vie continue. Mais du coup, si je dis pas de bêtises, vous êtes rentré puis reparti et là, Ouais. tu prépares encore quelque chose, non? C'est ça. En fait, quand on est Audrey ne rentré à s'arrête jamais. l'aéroport, c'est ce moment où tu sais, les portes se s'ouvrent et tu sais que ta vie, bah ça y est, tout ce que tu as vécu, c'était derrière toi. C'est un peu, c'était compliqué pour moi émotionnellement. En plus, tu vois, avec les hormones, enceinte, etc. Et là, j'ai eu besoin de prendre mes enfants, Fabien dans les bras, de les sniffer une dernière fois avant de ce premier pas vers le retour à la maison. Et là, ils m'ont regardé, les enfants, et ils m'ont dit, tu sais, maman, et ça vient d'eux aussi encore, ce sera trop injuste quand le bébé sera là, que lui, il ait jamais connu ça. Et cette phrase, elle est hyper importante pour la suite parce qu'à partir de ce moment-là, je leur fais la promesse qu'on repartira avec le bébé, donc on ne savait pas le sexe, donc c'est Valentin, avec Valentin, refaire un grand voyage. Je leur fais la promesse. Et je leur donne la date. Parce que tout de suite, je calcule et je me dis, la seule fenêtre de tir qu'on a où il n'y a pas d'examen, c'est 2022. Donc, je sais qu'on repart en 2022 et c'est ce qui me fait tenir, tu vois, pendant les 4 années qui vont suivre pour préparer ce nouveau grand voyage à 6 cette fois-ci. Incroyable. La différence que tu as vue entre les deux voyages, c'est quoi la différence la plus marquante? C'est qu'on savait déjà tout, en fait. C'est-à-dire que c'était hyper facile. J'ai eu l'impression, tu vois, de revenir dans ma vie d'avant, de revenir dans cette parenthèse, de retrouver tous les automatismes, de ne pas avoir peur, de rencontrer des gens extraordinaires, de faire des rencontres qui ont bouleversé ma vie, et puis de voir ce petit bébé qu'on a appelé notre bébé du bout du monde, Valentin, aussi à l'aise que nous, en fait. Pour lui, ça a été une vraie évidence. Et aujourd'hui, tu vois, ça fait maintenant 6 mois qu'on est rentré, 7 mois peut-être. Il n'y a pas une journée où Valentin me dit que la vie, elle est nulle ici et qu'il veut repartir en grand voyage, tu vois. Mais lui, de toute façon, il est né là-dedans, donc c'est un baroudeur dans l'âme, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est pas facile de lui expliquer parce que quand il est parti, il avait 4 ans. Et quand t'as 4 ans, t'as très peu de repères de ce que c'est la vraie vie. Et pour lui, en fait, ce qu'il se souvient, c'est de ce voyage-là. Et de lui dire que la vie, c'est pas le voyage, mais que c'est tout ce qu'il y a autour et que ça en fait juste partie et qu'on va se permettre de voyager encore. Bah lui, il attend que ça en fait. Il attend que ces moments-là. Donc c'est pas facile de lui dire qu'il faut patienter encore un petit peu, qu'on peut pas partir tout de suite. Et alors, j'ai une question. Pourquoi, si vous aimez tant cette liberté et cette vie-là, est-ce que ça ne t'a jamais titillé, tu te doutes de la question que je vais te poser, est-ce que ça ne t'a jamais titillé de vivre comme ça, en fait, en mode famille nomade, comme maintenant il existe beaucoup? Est-ce que ça te plairait? Ouais, j'adorerais, en fait. Quand on est revenu, en fait, la première fois, j'avais envie de tout plaquer, de partir sur les routes. Fabien, plus terre à terre, me dit non, on va prendre nos marques, machin. Mais bon, vu qu'il y avait 2022 qui se profile à l'horizon, ce nouveau voyage, je me suis dit, OK, je serre les dents et il y a cette belle perspective. Quand on est rentré de ce voyage-là, cette envie-là, elle était beaucoup plus forte. Mais, il y a un mais, forcément, c'est que nos enfants, aujourd'hui, sont des vrais adolescents, c'est-à-dire qu'Hugo, il est en première, Raphaël en 3e et Camille en 4e. Et aujourd'hui, leurs aspirations, elles ne sont pas forcément en adéquation avec les miennes. C'est-à-dire que, et je le comprends tout à fait, moi, quand j'étais ado, si mes parents m'avaient dit, on part pendant 4 ans vivre dans une yourte ou dans un camion aménagé ou à l'autre bout de la pampa, je suis pas convaincue que ça m'aurait fait sauter au plafond, tu vois. Bien sûr. Eux, ils ont très envie de repartir. Ça, ils nous le disent tout le temps. Ils font que nous dire que c'était leur meilleure vie. Mais ils ont leurs copains. Ils ont leurs études qui arrivent. Hugo, dans 1 an, il est en Parcoursup et il rentre à la fac. Et en fait, tu vois, là, aujourd'hui, c'est un vrai dilemme pour moi parce que je ne sais pas encore comment gérer tout ça, en fait. Toutes ces contraintes. Je vais trouver, c'est sûr. Je cherche vraiment assidûment pour satisfaire tout le monde. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir à un moment donné que j'accepte, et ça, c'est pas facile, de partir sans ma tribu complète, quoi. Ah, waouh, ok. Ouais. Oui, éventuellement, ça serait une des idées, quoi. Ouais, ce serait une idée. Ce serait une idée. Et je me dis que la vie, elle doit être aussi bien faite et que si eux, ils ont envie de prendre une année de césure ou de nous retrouver pendant 1 an ou de voyager ou
ou de s'installer dans un autre pays, de faire des études là-bas, c'est une possibilité. Mais aujourd'hui, là tout de suite maintenant, je pense que ça va prendre 2 ans, 3 ans pour mener à bien ce projet-là, ouais. Bien sûr. Et puis aussi, il faut qu'on remette des sous de côté. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Même si je t'avoue que moi, je pourrais tout vendre, là. Je vendrais la maison, je vendrais tout et je vivrais avec nos économies, tu vois. Bien sûr, comme beaucoup ont fait, mais c'est vrai que c'est un vrai pas à sauter, surtout toi qui as des enfants, voilà, des ados, enfin, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, tu vois, toutes les familles nomades qu'on a rencontrées, les enfants sont plus jeunes. Bien sûr. En fait, je pense réellement que si j'étais pas tombée enceinte, il est fort probable qu'on soit sur les routes aujourd'hui, tu vois. Mais vu que je suis revenue avec ce bébé m'a comblée. Et après, il y a eu le nouveau projet. Donc voilà, ça a été un chemin. Et puis c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est plus difficile. Alors après, dans ma vie, je me dis toujours que rien n'est impossible. Mais je trouve que c'est plus difficile d'entrevoir les perspectives qu'on peut avoir avec des jeunes adultes ou des grands ados, tu vois, que des jeunes enfants. Carrément. Et aujourd'hui, t'es en train de, si je me trompe pas, t'es en train de retaper votre voiture pour la transformer en van aménagé? Ouais. En fait, on devait partir en Asie cet été, sauf que les prix des billets d'avion se sont complètement envolés. Donc, du coup, hors budget pour nous. En fait, depuis toujours, on voyage toujours 2 mois et on part toujours en Asie. Là, à 6, c'était no-way, c'était impossible financièrement, on n'y arrivait pas. Donc, j'ai trouvé des alternatives. Je me suis dit, bon, on fait quoi? Je voulais pas rester en France. Je rêve de pays nordiques parce qu'on est tombé amoureux. Et donc là, je me suis dit, la van life, on adore. Donc, je retape ma voiture, ce qui est complètement fou parce que je sais pas si on va se supporter pendant 6 semaines à 6 dans une voiture. On en reparlera plus tard. Mais donc là, l'idée, on vient d'acheter une tente de toit. Donc, on a une tente de toit sur le toit. On a 2 enfants qui vont dormir dans la voiture et j'aménage le coffre avec une cuisine, une petite douche pour pouvoir partir à l'aventure cet été pendant 6 semaines. J'ai trop hâte. Non, mais c'est génial. C'est aussi un bon compromis, finalement. Ouais. Oui. Alors, tu vois, c'est ce qui me tient tout le temps, en fait. Chaque année, je me dis ça, si on a cette chance d'avoir 2 mois. Mais je me rends compte très vite que c'est plus suffisant. Mais ça me satisfait quand même. Donc, tu vois, je sais qu'il faut du temps pour tout. Donc, il faut que je digère les choses, que je me projette, que j'expérimente et que je fasse les bons choix. Donc, je ne peux pas me mettre de pression. Je crois toujours que les réponses, elles vont arriver bientôt, que ça sera plutôt lucide et que je saurai vers quelle route il faut que j'aille. Ouais, bien sûr. En tout cas, waouh, franchement, tu m'as fait voyager pendant tout cet échange. C'était génial, Audrey. Vraiment, j'ai adoré. Et j'adore les épisodes avec les voyageuses parce que je pense qu'il y a une partie de moi, si tu veux, qui a quelque chose à assouvir. J'ai un cheminement à faire de ce côté-là. Du coup, pour moi, d'interviewer des femmes comme vous, c'est vraiment une dose d'inspiration énorme. En plus des mamans, etc. Enfin, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est un shot d'inspiration, qui est immense pour moi. Donc, je te remercie franchement infiniment. Merci à toi. Et puis surtout, fonce. Si tu sens que ce désir-là, il est vraiment profond. Non, il n'est pas encore profond. D'accord. Il est pas profond, mais il est quelque part. Donc, je sais qu'à un moment donné, il y aura quelque chose à faire. La cheminée. Ouais. C'est ça. J'ai d'autres trucs à faire avant, mais je sais qu'il y a un truc lié à ça. Alors, ça veut pas forcément dire faire un tour du monde, hein, mais je sais qu'il y a un truc. Je sais pas encore quoi. Ça, on verra la suite. Bon, tu le sais, il y a 3 questions rituelles à la fin de chaque épisode. Alors, la première question, ma chère Audrey, quel était ton rêve de petite fille? Mon rêve de petite fille, c'était d'avoir une famille. Ça, c'est une évidence. C'était d'avoir, à l'époque, 3 enfants rapprochés. Ça, c'était vraiment mon goal, quoi. Toujours, depuis toujours. Ouais, depuis toujours. Un mantra qui te guide dans la vie? Ouais, je dirais que tout est possible. Qu'avec l'envie, on peut tout réaliser. Et surtout, en fait, même s'il va y avoir plein d'embûches, ça nous rend toujours plus forts, en fait. Et ça n'enlèvera jamais l'objectif final. Donc, il faut toujours se donner la peine, les moyens d'y arriver, quoi. Et dernière question, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Elle n'est pas facile, celle-là. Je pense réellement que le positif va attirer le positif. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un d'assez solaire, tu vas venir attirer les gens vers toi, qui vont t'emmener un peu plus loin, et toi tu vas les amener aussi un peu plus loin. Donc aujourd'hui, de par mon métier, de par ma vie de maman, de mon expérience de baroudeuse,
j'ai envie d'amener les gens au-delà de leur zone de confort et de les faire voyager et de leur dire qu'il faut réaliser leurs rêves. Eh ben écoute, c'est une très belle parole, on finit sur de belles paroles. Merci beaucoup Audrey, je te souhaite une très belle continuation et puis je te dis à bientôt. Merci Sandra pour ce chouette moment, à bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.